L'art pour l'art est beau, mais l'art pour le progrès est encore plus beau, disait Victor Hugo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Afrique Presse. Qui va être maire ce 29 novembre? C'est la question que se pose le quotidien d'Oran en Algérie ce matin. Le journal algérien révèle qu'obtenir une participation qui sauve la face est devenu l'objectif récurrent des pouvoirs publics à chaque échéance électorale. Dans le cas présent, le quotidien d'Oran constate que les listes du FLN et du RND dominent, laissant paraître les autres comme des partis fantomatiques. Une élection en quête d'électeurs, écrit le quotidien d'Oran. Dans l'actualité autrement vue, le quotidien d'Oran rapporte le message de Messali Hadj aux Palestiniens. Un message que vous retrouverez dans les pages intérieures. Au Maroc, au fait, le quotidien des actifs urbains met à sa une le 18e sommet des Nations Unies sur le climat. Le journal révèle que la conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique se tient à Doha depuis lundi et ce jusqu'au vendredi 7 décembre. L'avenir du protocole de Kyoto sera au cœur des négociations, apprend-on de haut fait, qui a rappelé les objectifs de cette conférence, donner une suite au traité en attendant un vaste accord en 2015. Des décisions en attente, un tableau de plus en plus sombre, écrit au fait le quotidien des actifs urbains au Maroc. Quel avenir pour la Troïka? C'est par cette phrase interrogative que le quotidien tunisien Le Temps fait sa une. Après plusieurs affrontements musclés entre manifestants et forces de l'ordre à Siliana, ajouté à tout ce qu'il y a eu comme tension, le journal révèle que la Troïka semble être dépassée par les événements, d'où la nécessité de s'interroger sur son avenir. Le journal révèle que cette manifestation de Siliana, qui avait pourtant débuté pacifiquement, a tourné en bourrique après que les protestataires aient scandé des slogans appelant au départ du gouverneur dont la présence est vivement contestée. Pardon. À la une de l'agence mauritanienne d'information, les activités du chef de l'État. L'agence mauritanienne d'information a appris de sources présidentielles que le chef de l'État Mohamed Ould Abdelaziz rencontrera la presse ce jeudi au palais de Nouakchott. Le journal rapporte également que Mohamed Ould Abdelaziz a présidé hier mercredi une cérémonie de levée de couleur à l'occasion du 52e anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie. Au Sénégal, Le Soleil nous apprend que les pouvoirs publics multiplient les efforts dans le secteur agricole. La dernière nouvelle, c'est que pour atteindre une production estimée entre 750 à 800 000 tonnes d'arachides, le gouvernement s'est lancé dans la mobilisation de 40 milliards de francs CFA pour financer la campagne arachidière. En page 7, Le Soleil nous apprend que le président Macky Sall s'est rendu à la levée du corps du professeur Hassan Sek, où dans son témoignage, il a affirmé qu'Hassan Sek était un illustre et digne fils du Sénégal et de l'Afrique. Sud Quotidien, de son côté, révèle que les experts enterrent le projet de la création de l'usine de démantèlement de bateaux à Potou. En attendant l'avis du ministre de l'Écologie et du Développement durable, le comité restreint chargé de la validation du rapport de l'évaluation environnementale stratégique du projet d'implantation de cette usine, une usine qui devrait servir de cimetière des bateaux, a donc opposé une fin de non-recevoir à l'offre de l'entreprise espagnole. C'est ce que rapporte Sud Quotidien, le quotidien sénégalais. En Côte d'Ivoire, le quotidien LG Info met à sa une ce jour le film d'une déportation minute par minute de l'an 1 du transfèrement de Laurent Gbagbo à La Haye. L'homme qui a tout donné pour la paix, comme l'appelle LG Info, en citant quelques étapes parcourues par l'ancien président pour faire régner la paix. LG Info met aussi à la disposition des lecteurs un article intitulé « Sarkozy, l'homme aux deux visages ». Cet article revient sur les relations entre Gbagbo et l'ancien président français avant et après la chute de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ceci nous amène à lire la une du Nouveau Courrier qui parle des événements de novembre 2004.
Mathias Doué et la cellule Afrique de l'Élysée auraient été au cœur du complot pour le coup d'État français contre Laurent Gbagbo. Le journal révèle comment Michel Alliot-Marie avait tout planifié et dans cette livraison, vous lirez des vérités qui remettent en cause la thèse de la victoire de Ouattara. Le titre du Nouveau Réveil résume ceci en une phrase. Enfin, les secrets du coup d'État français contre Gbagbo. Quittons la Côte d'Ivoire, allons au pays des hommes intègres où le quotidien Le Pays s'interroge sur la concertation nationale au Mali. Cheikh Modibo Diarra a-t-il un agenda caché et point d'interrogation? Si elle n'avait pas été reportée, on aurait su à l'heure actuelle les conclusions de cette concertation nationale qui devait se tenir du 26 au 28 novembre 2012 au Mali, c'est ce que nous dit Le Pays. Mais plusieurs facteurs ont empêché la tenue de la rencontre à la date prévue. D'où la question de Le Pays. Cheikh Modibo Diarra a-t-il un agenda caché? En interne, le pain devient de plus en plus rare à Ouagadougou, apprend-on de Le Pays. La raison est simple, les boulangers du Faso observent une grève depuis le mercredi 28 novembre et cela devrait durer jusqu'au 1er décembre 2012. Selon Le Pays, ils exigent l'ouverture des négociations sur la convention collective. Concertation nationale, justement, l'essor malien en parle. Selon le journal, l'idée du Premier ministre de faire voter la feuille de route par l'Assemblée nationale est diversement appréciée par la classe politique. Les concertations nationales ont été reportées au 11, 12 et 13 décembre prochain à la demande de la présidence de la République par intérim. Le communiqué de la primature gonfle la polémique, c'est ce que constate l'essor, le quotidien national d'information au Mali. En Afrique centrale, le journal du Tchad nous apprend que dans une intervention radio-télévisée, le ministre de la fonction publique, Mahamat Abali Salah, a déclaré que le gouvernement annule l'accord signé en 2011 qui a été conclu avec l'Union des syndicats du Tchad. Selon le journal, le ministre accuse l'UST de tergiverser et de rejeter toutes les tentatives visant à retrouver une solution à la crise qui les oppose depuis 5 mois. D'où la une du journal du Tchad, le gouvernement met fin au dialogue. Le messager camerounais, de son côté, parle du détournement de fonds. Le directeur général de la Camerco répond à ses détracteurs. Selon le journal Van Elk, le directeur général de la Camer s'est même exprimé. Il dit « Mon salaire est conforme au contrat qui me lie au gouvernement camerounais ». Dossier exclusif également à la une de Le Messager. Voici la femme la plus âgée du Cameroun que nous présente Le Messager ce jour. La mère du cardinal Tumi, Catherine Laaka, elle aurait 114 ans sonné. Elle s'ouvre au quotidien Le Messager. Autre titre de Le Messager, Opération Épervier. Yves-Michel Fotso toujours poursuivi malgré le remboursement de 230 millions de francs CFA à lui imputé. Les détails, vous les trouverez en page 4. La même affaire est à la une de Mutation qui parle d'opération épervier également. Le tribunal criminel spécial poursuit sa procédure contre Yves-Michel Fotso. En dépit du remboursement donc de 230 millions de francs CFA par l'ancien administrateur directeur général de la Camer, les juges maintiennent leurs charges, c'est ce que nous apprend Mutation. Mutation qui s'est également rendue à l'Assemblée nationale et rapporte que le ministre des Finances est accusé de corruption. Selon le journal, Alamine Ousmane Mey a offert des téléphones intelligents et des appareils photo aux membres de la commission de finances quelques heures avant son grand oral. Serait-ce un geste innocent ou alors une tentative de corruption? En tout cas, des députés RDPC et SDF crient à l'achat des consciences et à l'injustice. Pour son 300e numéro, l'hebdomadaire Repère vous offre l'état brut du Cameroun en 100 tableaux qui reflètent son niveau de développement. C'est la 3e édition du Cameroun en 100 repères et l'hebdomadaire Repère énumère ici à la une quelques aspects, notamment le salaire minimum du Camerounais qui est de 28 000 francs CFA. La corruption, sur le plan de la corruption, le Cameroun est actuellement classé 134e sur 180
1983 par Transparency International. Les autres détails, vous les trouverez bien évidemment dans les colonnes de l'hebdomadaire Repère, et c'est au Cameroun. Nous quittons le Cameroun pour la République centrafricaine où le journal de Bangui rapporte une autre attaque près de Kabo. Le journal révèle que 2 militaires centrafricains ainsi que 8 rebelles ont été tués mardi dans des affrontements à une quinzaine de kilomètres de la localité de Kabo après que la base militaire de la ville ait été attaquée par un groupe rebelle. Vu la distance où l'accrochage a eu lieu, il serait difficile d'établir un bilan du côté des assaillants. C'est en tout cas le constat fait par le journal de Bangui.com. À la une de Gabon libre, 12 partis de l'opposition sur 20 ont signé la charte de l'UFC, l'Union des forces du changement. Selon le journal, la liste des signataires n'a pas été officiellement notifiée aux journalistes, mais des confrères auraient vu les signatures du CDJ, du PSD, du RNB, le PGP, l'EPI, la Morena et de l'UPG, la tendance de David Madinga. Le texte engage donc les signataires à exiger la tenue d'une conférence nationale souveraine, la réhabilitation de l'ex-Union nationale et l'alternance au pouvoir par des moyens démocratiques. C'est ce que nous apprend Gabon Libre, la voix du peuple gabonais. À la une des dépêches de Brazzaville, les champions de la CAF décorés. Le journal rapporte que les joueurs et le staff technique de l'AC Léopard de Dolisie ont été reçus au Palais du Peuple à Brazzaville où ils ont été décorés par le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, après leur sacre continental de dimanche dernier face au Djoliba FC de Bamako. À lire également dans les colonnes des dépêches de Brazzaville, municipalisation des plateaux. Antoinette Sassou Nguesso s'est exprimée. Pour la première dame du Congo, ce projet n'est pas une affaire des partis politiques. D'un Congo à un autre, nous parlons de la crise en République démocratique du Congo. Et à la une de l'Observateur, aucun embargo sur les armes ne pèse sur le pays. C'est la cinglante mise au point de la MONUSCO. Selon le journal, il n'en est rien de la justification que les pouvoirs publics congolais donnent comme quoi le pays serait sous embargo, raison pour laquelle il ne peut bâtir une armée suffisamment forte. Eh bien, l'Observateur révèle que le porte-parole de la MONUSCO a mis en mal cette imposture intellectuelle de haute autorité du pays en affirmant que l'embargo sur les armes contre la RDC a été levé depuis 2008. Les détails, vous les trouverez dans les colonnes de l'Observateur. C'est en République démocratique du Congo. Et nous terminons par les îles et en lisant la une de Al-Watwan, le premier journal des Comores, qui parle du crash de la compagnie Inter-Île Air. Le journal rapporte qu'un avion de cette compagnie a améri en catastrophe à 200 mètres de la côte, moins d'1 kilomètre de l'aéroport international des Comores. Fort heureusement, nous apprend Al-Watwan, les 29 passagers à bord, dont 4 membres d'équipage, sont tous sains et saufs. Plus de peur que de mal, écrit Al-Watwan, le premier journal des Comores. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la titraille de la presse de ce jour. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre cible www.afriquemedia.tv. Mais avant cela, courez dans les kiosques et chez votre marchand de journaux, sans oublier qu'il n'y a point de liberté sans la liberté de la presse.